Bonjour. Voilà le 3e épisode de la saga de la fille du légionnaire. J'espère que cela vous plaira. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre saga. Nous sommes en 1965, dans un monde sans téléphone portable, où chaque information est une victoire arrachée de haute lutte. Jacqueline est désormais seule à la tête de son empire. Plus besoin de l'accord de Hans pour agir, mais elle sait que son expertise et sa logistique sont cruciales. Sa première mission, prendre Müller de vitesse sur le terrain de la vérité. Hans, fidèle à sa parole, active immédiatement son réseau. Il ne recrute pas un, mais 3 des meilleurs détectives privés allemands. Une véritable équipe de choc, spécialisée dans l'investigation transfrontalière. Il y a le financier, expert en assurance et en bilan comptable. Son objectif, prouver que Müller avait un mobile financier pour déclencher l'incendie. Ensuite, il y a l'ombre, un maître de la filature, chargé de suivre Müller et son avocat pour surprendre le moindre contact suspect, le moindre aveu, et enfin, le technique, un spécialiste des incendies criminels. Sa mission, retourner sur les ruines du restaurant à Mulhouse, analyser les décombres pour trouver l'origine exacte du feu et déceler toute trace d'accélérant, comme de l'essence, que la police française aurait pu manquer. Jacqueline réunit les 3 hommes en présence de Hans. Son regard est déterminé. Elle leur dit « Ce n'est pas une simple enquête pour l'assurance. Mon père, Frédéric Cognet, est mort en portant le chapeau pour un crime qu'il n'a pas commis. Je veux que vous trouviez la preuve que M. Müller est le coupable. Je veux la vérité et je veux que cet homme paie pour avoir sali notre nom. » Avec les fonds illimités de Hans et la rage de Jacqueline pour carburant, les 3 détectives partent sur le champ pour Mulhouse. La contre-enquête est lancée. Pendant ce temps, à Fribourg, Justine, la mère de Jacqueline, vit dans une suite luxueuse offerte par sa fille. Elle s'apprête à rentrer en France, seule, pour organiser des funérailles discrètes pour son mari. Elle veut de la dignité, mais sans éclat, pour éviter d'attirer l'attention sur le scandale. C'est alors que le téléphone de la villa sonne. Au bout du fil, un officier de la Légion étrangère en France. Après avoir présenté ses condoléances, il va droit au but. Il explique « Madame Cognet, l'adjudant-chef Frédéric Cognet, a servi dans nos rangs. Nous avons appris son décès. Si vous le permettez, la Légion souhaite prendre en charge tous les frais d'obsèques, lui rendre les honneurs militaires et envoyer une délégation. Nous ne laisserons pas un ancien soldat mourir dans l'oubli, ni un scandale ternir son service. » Justine, qui se battait contre la honte depuis des jours, est bouleversée par cette vague de dignité inattendue. C'est la réhabilitation que Frédéric n'a jamais eue de son vivant. Sans hésiter, elle accepte. Elle appelle aussitôt Jacqueline pour lui annoncer la nouvelle. Jacqueline comprend immédiatement la portée stratégique de cet événement. Les funérailles d'un adjudant-chef avec les honneurs militaires attireront les médias. La Légion étrangère devient, de fait, son bouclier. Avec une telle cérémonie sous les yeux du public, la police française ne pourra pas l'arrêter arbitrairement sans provoquer un incident diplomatique et médiatique. La Légion vient de lui offrir une protection inespérée. Quelques jours plus tard, Justine est partie pour la France. Jacqueline est seule dans son laboratoire à Fribourg, absorbée par les premiers rapports de ses détectives. Le téléphone sonne de nouveau. C'est un numéro sécurisé, transmis par les avocats de Hans. « Mademoiselle Cognet, ici le bureau de la Légion étrangère. Nous gérons les obsèques de l'adjudant-chef Cognet. » La voix de l'officier est sérieuse, sans appel. Il poursuit. « L'honneur de la Légion est engagé. L'adjudant-chef Cognet est présumé coupable et nous n'acceptons pas ce verdict moral. En raison de son grade, le dossier a été transféré du commissariat de police à la gendarmerie de Mulhouse, qui a une compétence militaire. » Puis, il lâche la bombe. « Nous allons envoyer notre propre enquêteur spécialisé sur place à Mulhouse, un homme entraîné à déceler les manipulations. Personne n'est meilleur que les enquêteurs de la Légion pour démêler ce genre d'affaires. » Il termine par une demande. « Notre homme contactera votre équipe allemande discrètement. J'ai besoin de l'adresse de leur hôtel à Mulhouse. » Jacqueline se tourne vers Hans. Le transfert du dossier à la gendarmerie change absolument tout. La police n'a plus la main, et la gendarmerie, sous influence militaire,
sera beaucoup moins prompte à l'arrêter sur un coup de tête. Hans comprend l'opportunité et accepte cette alliance forcée avec la Légion. L'adresse de l'hôtel est communiquée. L'enquête de Jacqueline, déjà menée par 3 experts, vient de recevoir un renfort de poids, l'expertise impitoyable de la Légion étrangère, qui va désormais travailler main dans la main avec ses détectives, mais avec un accès direct au dossier officiel de la gendarmerie. L'étau se resserre autour de Muller. C'est la fin de ce chapitre, mais l'histoire est loin d'être terminée. Nous sommes en 1965. Alors que Jacqueline, depuis le luxe de Fribourg, prépare son grand retour, la vie de Monsieur Muller à Mulhouse a basculé dans un véritable cauchemar. Sa victoire judiciaire, qui a mené à l'emprisonnement et à la mort de Frédéric Cognet, n'a été qu'un succès amer, une victoire à la Pyrrhus. La réalité financière, brutale, l'a rattrapé. L'incendie, qu'il avait lui-même orchestré pour toucher l'assurance, a déclenché une enquête complexe. Les assurances, flairant l'arnaque et sous la pression du scandale, n'ont toujours pas versé un seul centime. Muller, qui comptait sur cet argent pour repartir de zéro, se retrouve piégé. Ses dettes s'accumulent, aggravées par les frais de justice. La première conséquence de sa chute est la perte de son standing. Il est contraint de vendre sa voiture, dernier vestige de sa réussite passée, juste pour payer son avocat. Le voilà piéton, humilié, dans cette ville qui fut autrefois son royaume. Le scandale des souris, suivi de celui de l'incendie, a sali son nom pour de bon. L'ancien traiteur, vedette des banquets mulhousiens, a sombré dans l'alcoolisme. Rongé par la culpabilité et la misère, il ne quitte presque plus son petit appartement exigu. Ses seules sorties se résument à des allers-retours rapides à l'épicerie du coin pour acheter de l'alcool et du pain rassis. L'apparence négligée, il évite tout contact, terrorisé à l'idée d'être reconnu ou interrogé. Muller n'est plus que l'ombre de lui-même, un homme brisé par sa propre cupidité. Ses journées se consument dans la haine de Jacqueline et l'attente désespérée d'un procès qui, il l'espère, le vengera, mais qui, en réalité, ne fera qu'exposer sa propre fraude. Pendant ce temps, 3 détectives privés allemands, engagés pour le suivre, se retrouvent dans une impasse. Habitués à l'action, ils sont frustrés par l'invisibilité de leur cible. Muller est devenu la proie parfaite pour une filature, mais son isolement total rend leur travail impossible. Ils n'ont que des rapports financiers et des rumeurs, rien de concret. Ils tournent en rond dans leur chambre d'hôtel à Mulhouse, se sentant totalement impuissants. C'est dans cette atmosphère de stagnation que leur téléphone sécurisé sonne. L'un d'eux, le spécialiste financier, décroche. La voix à l'autre bout du fil est celle d'un officier de la Légion étrangère, direct et sans fioriture. Le message est glacial de clarté. Leur travail de civil est jugé insuffisant. Un enquêteur spécialisé de la Légion est en route pour prendre les choses en main. La Légion vient pallier leur échec. 1 heure plus tard, l'enquêteur militaire entre dans la chambre d'hôtel. Son regard est sévère, dénué de toute politesse. « Je suis l'enquêteur de la Légion », annonce-t-il. « Je ne suis pas là pour vous faire un rapport, mais pour vous donner des ordres. » Il explique que le dossier a été transféré à la gendarmerie, mais que le récit de l'adjudant-chef Cognet présente des incohérences. Il pointe une carte de Mulhouse. « Votre travail a échoué car vous cherchiez l'incendiaire, et non la victime de l'incendiaire. » Son ordre est précis. Les détectives doivent reconstituer le parcours exact de Frédéric Cognet le jour de son interrogatoire. L'enquêteur de la Légion est certain d'une chose. Cognet n'a pas pu se rendre chez Muller avant d'aller au commissariat puisqu'il est arrivé en autocar. La vengeance des souris a donc eu lieu après. Il faut trouver le chaînon manquant. Où Cognet a-t-il commencé à boire en sortant du commissariat? Dans quel bar sa vigilance a-t-elle chuté? C'est là, sur ce trajet, entre le commissariat et le jardin public où il a été retrouvé, que se trouve la clé. Le témoignage d'un barman ou d'un client pourrait le disculper de l'incendie qui a eu lieu bien plus tard. Le silence des détectives est une marque d'obéissance. L'enquête vient de basculer. On ne traque plus un homme d'affaires déchu, on reconstitue les derniers pas d'un homme brisé. Jacqueline était dans son laboratoire à Fribourg lorsque le silence fut soudainement brisé.
des cris, des bruits de pas précipités. C'était Nicole, l'ex-femme de Hans, qui venait de faire irruption. Intriguée, Jacqueline monta pour voir ce qui se passait. Elle trouva Hans en pleine confrontation avec Nicole, qui, furieuse, agitait des documents légaux. Elle n'acceptait pas le transfert des parts de l'entreprise pour un simple Deutsche Mark symbolique. En voyant Jacqueline, Nicole la désigna d'un geste plein de mépris. « Je n'aurai de cesse de récupérer ce qui m'est dû », lança-t-elle, « et je m'assurerai que les tribunaux examinent de près les actifs d'une femme accusée de complicité de meurtre en France. Vous avez fait de moi la partenaire d'une future criminelle, Hans ?» Jacqueline s'avança, imperturbable. « Je suis la fondatrice de ma marque, madame, » répondit-elle froidement, « et je ne suis coupable de rien d'autre que du succès. » Hans, paniqué par la tournure des événements, la supplia du regard de ne pas envenimer la situation. Jacqueline ignora superbement Nicole et se tourna vers Hans, reprenant le contrôle avec une autorité glaciale, marquant sa distance en le vouvoyant. Elle savait que cette tempête risquait de retarder son départ pour la France de plusieurs jours. Pas question de rester là, au milieu des cris et des menaces. Elle se retira dans son bureau privé, le lieu le plus sécurisé de la villa, pour réfléchir à la suite. Le calme était nécessaire. Elle décrocha le téléphone sécurisé et appela l'avocat principal de Hans à Munich. Sans mentionner Nicole, elle déclara « L'incident est clos, maître. Le procès est maintenu. Vous avez mon accord pour vous rendre à Mulhouse et commencer les procédures de défense. » Son plan était clair, retarder son arrivée en France jusqu'à ce que ses enquêteurs trouvent une preuve irréfutable contre Müller. Se présenter aux obsèques de l'adjudant-chef sans pouvoir se disculper serait une folie. Jacqueline savait que la presse internationale allait s'emparer de son histoire. Si elle ne pouvait pas être là physiquement, sa marque, Parfum Cognet, Jacqueline, le serait. Elle donna un ordre précis à Hans, toujours aux prises avec Nicole. « Monsieur Hans, utilisez la crise. Accélérez la campagne publicitaire pour mon parfum, l'évasion du désert, en France et en Allemagne. Envoyez-le à tous les journalistes qui parleront du scandale, qu'ils sentent ce que j'ai créé, qu'ils sentent l'honneur et non la misère. » Elle s'assit ensuite à son bureau. Le départ était suspendu, mais une nouvelle guerre venait de commencer. Une guerre psychologique contre Müller et une guerre médiatique pour défendre son honneur et celui de Frédéric. La partie ne faisait que commencer. Enfermée dans son bureau sécurisé, Jacqueline retenait son souffle. Le départ pour les obsèques militaires, un moment si solennel, était suspendu au succès d'une enquête cruciale menée à Mulhouse. Là-bas, l'enquêteur de la Légion étrangère et un technicien allemand retournaient sur les ruines encore fumantes du traiteur Müller. Leur mission était claire. Il ne s'agissait pas de nier le sabotage des souris, l'acte impulsif de Frédéric, malheureusement confirmé par sa carte d'identité laissée sur place. Non. Leur objectif était de prouver que l'incendie n'était pas une conséquence de ce sabotage, mais un crime distinct, prémédité, destiné à maquiller une énorme fraude à l'assurance. L'enquêteur de la Légion, avec son instinct de soldat, a immédiatement rejeté les conclusions hâtives du commissariat local. Il a exigé une analyse méticuleuse des résidus précisément à l'endroit où le feu avait démarré. C'est là que le technicien allemand a fait une découverte capitale. Il a mis au jour les traces d'un système de mèches temporisées. Vous imaginez, un mécanisme de combustion très lent, une invention diabolique conçue pour une seule chose, permettre à l'incendiaire de s'éloigner tranquillement, de se forger un alibi en béton, bien avant que les premières flammes ne se déclarent. Cette découverte changeait tout. Elle excluait totalement Frédéric. L'adjudant-chef Cognet, dans sa colère du jour du sabotage des souris, aurait agi sur le coup de l'impulsion. Un militaire ivre de fureur aurait utilisé une méthode rapide, directe, mais certainement pas un système aussi complexe et réfléchi. Cette planification froide pointait vers un tout autre coupable. Müller, lui-même, l'homme d'affaires au bord de la faillite, avait le mobile financier parfait. Il avait trouvé en Frédéric le bouc émissaire idéal, utilisant sa faute pour le charger d'un crime bien plus grave.
La carte d'identité était une aubaine inespérée pour son plan. Pendant ce temps, d'autres détectives allemands s'intéressaient aux agissements de Müller le jour de l'incendie. Ils ont recueilli un témoignage crucial, celui d'un barman. Il se souvenait très bien de Müller, seul dans un coin sombre du bar, juste après l'heure présumée du départ de feu. Il ne buvait pas d'alcool fort, mais une simple eau gazeuse, le regard visiblement paniqué, comme s'il attendait une nouvelle. Il attendait le résultat de son plan machiavélique. Le rapport final tomba, concis et sans appel. L'enquêteur appela Jacqueline. « Mademoiselle Cognet, le sabotage est bien le crime de votre père, mais l'incendie criminel est l'œuvre d'un homme qui a tout planifié pour échapper à la faillite. Nous avons la preuve du montage. Votre père est innocent de l'incendie. » Un immense soulagement. Il ajouta : « La gendarmerie de Mulhouse est maintenant prête à vous entendre, non plus comme une accusée, mais comme témoin et plaignante contre Monsieur Müller. » Chapitre 50. Les tantes de Guebwiller. Le deuil pesait lourdement sur les épaules de Justine, tout comme le fardeau des funérailles militaires à organiser. Elle avait trouvé refuge chez sa sœur, Juliette, dans la quiétude d'un petit village de campagne près de Guebwiller. La cuisine de tante Juliette sentait bon le bois et les herbes séchées. Par la fenêtre ouverte, des mouches entraient et sortaient, traçant des cercles paresseux au-dessus de la table. Tante Juliette, une femme à l'allure brute et au parler vrai, servait le café. Sa fille, Philomène, tout en angle et en maigreur, contrastait avec la stature imposante de sa mère, mais elle avait hérité de son pragmatisme. « La Légion » souffla tante Juliette en écrasant une mouche d'un revers de main expert. « C'est bien la seule chose qu'il a faite de bon à la fin. Au moins, on n'enterrera pas un criminel, mais un héros. Ces officiers vont remettre de l'honneur sur votre nom, Justine. » « Il faut prévenir Jacqueline » insista Philomène, agitant les mains pour chasser les mouches qui tournaient autour du sucrier. Pour le scandale, le traiteur Müller doit se douter qu'elle va se présenter. Mais tante Juliette, toujours terre à terre, coupe à court. « Arrête de pleurer, Justine. Tu as ta fille qui a réussi, même si elle fait la une avec cette histoire de meurtre. Occupe-toi de ce que doit faire un soldat. Je veux que toute la famille soit là pour soutenir Jacqueline. C'est un combat public, pas un enterrement privé. » Chapitre 51. La justice du tramway. La veille des funérailles, la gendarmerie de Mulhouse, en collaboration avec l'enquêteur de la Légion étrangère, décida de ne pas convoquer Müller. Ils optèrent pour le renseignement de terrain. Les détectives allemands et l'enquêteur de la Légion, qui suivait Müller depuis plusieurs jours, le virent sortir avec difficulté de son petit appartement. Il se traînait vers son refuge habituel, un bar discret où il espérait noyer l'angoisse du procès qui l'attendait. L'équipe d'intervention de la gendarmerie, en civil, l'attendait dans une rue adjacente. C'était un endroit stratégique où les voies du tramway forcèrent la circulation à ralentir, idéal pour une arrestation en douceur. Au moment où Müller s'apprêtait à pousser la porte du bar, l'enquêteur de la Légion et le commandant de la gendarmerie l'interpellèrent. « Monsieur Müller, » commença le gendarme, « nous avons des preuves concernant l'incendie de votre commerce. Nous vous arrêtons pour fraude à l'assurance et incendie criminel. » L'enquêteur de la Légion, le visage impassible, ajouta : « Nous avons la preuve de la mèche temporisée, Müller. Vous n'avez plus d'alibi. » Soudain, sous l'effet de l'alcool et de la panique d'être démasqué, Müller ne vit qu'une seule issue : la fuite. L'idée de la prison lui était insupportable. Une course-poursuite s'engagea dans les rues animées du centre de Mulhouse. Poussé par le désespoir, Müller courait, maladroitement. Dans sa panique, il traversa les voies du tramway sans regarder. Le conducteur actionna le klaxon strident, mais il était trop tard. Le choc fut terrible. Müller fut percuté de plein fouet. L'homme qui avait détruit l'honneur de Frédéric et presque ruiné Jacqueline trouva une fin violente et spectaculaire, juste avant que son procès ne puisse avoir lieu. La justice n'avait pas été rendue par les tribunaux, mais par la brutalité même de la ville qu'il avait vu triompher puis chuter. La mort de Müller, en pleine rue, et de façon si publique, garantissait à Jacqueline
une couverture médiatique complète et la preuve irréfutable de la culpabilité de son accusateur. Le matin des obsèques de l'adjudant-chef Frédéric Cognet, une autre nouvelle a fait l'effet d'une bombe. La mort de M. Muller était à la une de tous les journaux du monde. Ce n'était plus une simple affaire de sabotage dans un village alsacien, mais un véritable feuilleton international. Imaginez le tableau. Le suicide apparent d'un homme d'affaires qui, dans une lettre, accusait la fondatrice d'une marque de luxe d'être la cause de sa ruine. Sauf que, coup de théâtre, cet homme a été démasqué par la gendarmerie comme l'auteur d'un incendie criminel, grâce à une mèche à combustion lente. Les médias se sont jetés sur cette histoire avec une frénésie incroyable. En Allemagne, la presse n'a pas mâché ses mots. Elle a dénoncé une tentative de fraude à l'assurance et la manœuvre de Muller pour salir la réputation d'une femme qui réussissait. L'affaire a même servi à justifier le don de Hans, l'investisseur, à Jacqueline. Son geste n'était plus suspect, il était perçu comme un acte de protection contre un homme malveillant. En France, les journaux régionaux ont mis en lumière la fin violente de l'ancien traiteur, créant un contraste saisissant entre le chaos de cette affaire et la dignité de la Légion étrangère qui, au même moment, s'apprêtait à honorer un de ses soldats. Pendant ce temps, le petit village de Guebwiller était en pleine ébullition. Des camions de télévision, des photographes, des journalistes du monde entier s'étaient ramassés dans les rues. Les funérailles de l'adjudant-chef Cognet n'étaient plus une simple cérémonie d'adieu. C'était devenu une arène, la scène d'un face-à-face symbolique entre le crime, incarné par Muller, et la rédemption, incarnée par Jacqueline. Tous les regards, toutes les caméras, toutes les attentes étaient tournées vers une seule personne, Jacqueline Cognet, la fondatrice de la marque de parfum dont le sillage était désormais mondialement célèbre, mais dont personne ne connaissait vraiment le visage. Sa présence aux obsèques, discrètement confirmée par ses avocats, était vue comme un acte de défi, sa première déclaration publique pour clamer son innocence. La gendarmerie et la Légion étrangère ont dû déployer un cordon de sécurité impressionnant pour contenir la foule et la presse. Pour une journée, ce petit village alsacien était le centre du monde. L'arrivée de Jacqueline devait être un coup de maître, une apparition solennelle, et non l'arrivée d'une suspecte. Le plan a été orchestré par Hans, l'investisseur, devenu son plus fidèle logisticien. Première phase, le décollage. Tôt le matin, pour éviter les curieux, un hélicoptère privé a décollé du parc de la somptueuse villa de Jacqueline, près de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Un appareil rapide et discret, parfait pour cette mission. L'objectif était clair, atteindre la frontière française le plus vite possible en survolant le Rhin. La traversée du Rhin était plus qu'un simple passage de frontière. C'était le symbole du retour de Jacqueline sur le champ de bataille, passant du luxe de son exil allemand au sol français où tout avait commencé. L'hélicoptère volait à basse altitude pour rester sous le radar médiatique le plus longtemps possible. L'itinéraire était précis, longer l'est des Vosges, survoler la plaine d'Alsace en évitant soigneusement Mulhouse, où le souvenir de l'incident du tramway était encore trop vif. L'appareil a glissé au-dessus des champs et des vignobles, ce paysage même où Jacqueline, enfant, cueillait les fleurs qui allaient refaire sa fortune. Troisième phase, l'atterrissage. L'hélicoptère ne pouvait évidemment pas se poser près du cimetière. Le point de rendez-vous était un champ privé, à l'écart du village. Tout était parfaitement coordonné. Le pilote était en liaison radio avec l'équipe de sécurité de Hans, où une voiture discrète attendait Jacqueline pour la dernière étape de son voyage. L'hélicoptère s'est posé en douceur, dans le champ isolé. Jacqueline en est sortie, telle une reine noire, vêtue d'un tailleur noir d'une élégance absolue, des lunettes de soleil masquant son chagrin, mais pas sa détermination glaciale. Pas une seconde à perdre. La voiture de Hans l'a immédiatement conduite vers le cœur de Guebwiller. Le véritable affrontement n'allait pas avoir lieu au cimetière, mais à l'église, où se déroulait la messe des obsèques avec les honneurs militaires de la Légion étrangère. La foule et la presse, massées sur le parvis, ont d'abord entendu le bruit de l'hélicoptère qui s'éloignait. Puis, une voiture noire s'est arrêtée.
Le timing était parfait, juste au moment où un officier de la Légion s'apprêtait à prendre la parole. La portière s'est ouverte. L'apparition de Jacqueline a été un choc, un événement médiatique d'une puissance rare. Elle incarnait la réussite, contrastant brutalement avec la tragédie qu'elle venait affronter. Et puis, il y avait son parfum personnel, honneur, deuil et vérité, a précédé son arrivée, laissant dans l'air une trace olfactive qui balayait l'odeur de scandale laissée par Muller. Elle s'est avancée, seule, vers la grande porte de l'église. À l'intérieur, sa mère Justine, sa tante Juliette et Philomène étaient assises, le cœur serré. Au moment précis où l'officier allait commencer son éloge funèbre, Jacqueline est entrée. Elle a remonté lentement l'allée centrale, sous les regards stupéfaits. Elle s'est arrêtée, a effleuré le cercueil drapé du drapeau français, faisant le serment silencieux de rendre justice à son père. Puis, elle est allée s'asseoir auprès de sa mère. Les murmures ont enflé. Dehors, la presse, contenue par le service d'ordre, s'est déchaînée. La reine de l'Empire du Parfum était de retour. Non pas pour se cacher, mais pour affronter la vérité en face. Dans l'église de Guebwiller, un silence glacial s'installe. Jacqueline, fondatrice de l'Empire du Parfum, est là, assise droite comme un i, à côté de sa mère Justine, face au cercueil drapé de son père. L'atmosphère est électrique. La foule et les médias retiennent leur souffle. Soudain, un officier supérieur de la Légion étrangère s'avance. Un colonel, ou peut-être un général, le visage marqué par une carrière glorieuse. Il n'est pas venu seulement pour un dernier adieu à l'adjudant-chef Frédéric Cognet. Il est venu pour rendre un verdict d'honneur, plus puissant que n'importe quel jugement. Sa voix puissante résonne sous les voûtes. Nous sommes réunis pour honorer un homme d'honneur, un soldat de la France. Il déplie un document officiel. Notre légionnaire a servi la France avec dévouement durant des décennies, du Sahara à l'Algérie. Son diplôme du combattant le prouve. Il est tombé en tant que légionnaire d'honneur. L'officier lève les yeux vers le cercueil, puis vers Jacqueline. Il n'a pas besoin de prononcer le nom de Muller ni de parler de l'incendie. La presse s'en chargera. Les ennemis de l'honneur ne se trouvent pas toujours sur le champ de bataille, continue-t-il. Parfois, ils s'insinuent dans la vie civile pour souiller la mémoire d'un soldat. La Légion ne l'accepte pas. Il fait une pause. L'attente est insoutenable. Grâce à une vérification minutieuse avec la gendarmerie, nous affirmons aujourd'hui que le décès de notre adjudant-chef fut la conséquence d'une machination criminelle. On a voulu faire de lui un bouc émissaire. Il brandit alors un dossier. L'adjudant-chef Frédéric Cognet est innocent de l'incendie criminel. Il n'y a pas d'ombre sur son drapeau. Il n'y a que la gloire. La nouvelle explose dans le silence. Justine fond en larmes, des larmes de soulagement cette fois. L'honneur de Frédéric est enfin restauré, publiquement, officiellement. La messe commence, mais un moment inattendu vient briser la solennité. Au moment des chants, tante Juliette et sa fille Philomène se lancent avec une ferveur impressionnante. Mais leur talent musical est, disons, discutable. La voix de basse de tante Juliette chante un demi-ton trop bas, tandis que Philomène pousse des notes suraiguës et nasales. Le résultat est un chaos mélodique qui fait grincer les dents de l'officier de la Légion, plus habitué au chant de marche, le clou du spectacle. Tante Juliette, emportée par sa passion, postillonne généreusement, manquant de peu Jacqueline et sa mère. Pour la créatrice de parfums, à l'oreille si fine, c'est une torture. Pourtant, ce moment ridicule et sincère incarne ce passé imparfait mais authentique qu'elle est venue défendre. Le chant s'arrête enfin, laissant place à un silence gêné. C'est à cet instant précis qu'un homme en civil se lève. C'est le commandant de la gendarmerie de Mulhouse. Il s'avance vers l'autel. Tout le monde comprend que la cérémonie vient de prendre un autre tournant. La justice est en marche. L'officier de la Légion lui adresse un bref salut. Le silence est total. « Je m'excuse d'interrompre », commence le commandant d'une voix forte. Mais je suis mandaté pour faire une déclaration publique concernant la mort et l'honneur de l'adjudant-chef Frédéric Cognet. Il se tourne vers l'assistance. L'enquête a établi des faits nouveaux et irréfutables. Il marque une pause dramatique.
l'adjudant-chef Frédéric Cognet est coupable de l'acte de sabotage, avec les nuisibles, commis par colère pour l'honneur de sa fille. Il l'a reconnu. Des murmures parcourent l'église. Jacqueline et sa mère baissent la tête, admettant cette première faute. Cependant, enchaîne le commandant, et sa voix devient tranchante. L'enquête prouve formellement que l'adjudant-chef Frédéric Cognet est innocent de l'incendie criminel qui a ravagé le commerce Muller. La foule suffoque. Cet incendie était une fraude à l'assurance planifiée par M. Muller lui-même. Nos experts ont retrouvé les restes d'une mèche temporisée, preuve d'une préméditation froide pour s'assurer un alibi. M. Muller a utilisé le sabotage de l'adjudant-chef comme un bouc émissaire parfait pour couvrir sa banqueroute et son crime. Il conclut, implacable. M. Muller a trouvé une fin tragique hier en tentant d'échapper à la gendarmerie. Son décès ne met pas fin à la vérité. La gendarmerie rend donc hommage à l'adjudant-chef Cognet, dont l'honneur est rétabli. Le commandant adresse un signe de tête à Jacqueline. C'est elle, en finançant une contre-enquête, qui a permis de faire éclater la vérité. Pour la famille Cognet, c'est la fin de la honte et le début d'une nouvelle vie. Pendant que Jacqueline s'efforçait de laver l'honneur de son père à Guebwiller, à la villa de Fribourg, la tempête déclenchée par le scandale et la perte d'actifs atteignait son apogée. Hans, resté seul après le départ de Jacqueline pour les obsèques, faisait face à la fureur de son ex-femme, Nicole. Elle était dévorée par la rage. L'idée que le contrôle et la majorité des biens de l'entreprise aient été cédés pour un simple Deutsche Mark, symbolique à sa rivale, lui était insupportable, surtout après que l'affaire Muller ait révélé tous les risques encourus. La confrontation a atteint un point de non-retour près de l'escalier menant au laboratoire secret de Jacqueline. Nicole était hors d'elle, elle exigeait l'accès aux formules de parfum. C'était la seule chose de valeur qu'elle pensait pouvoir récupérer avant que les tribunaux ne valident officiellement le transfert des parts. « Je veux ce laboratoire, je veux voir ce qu'elle a volé », hurlait-elle, le visage déformé par la colère. Hans s'est interposé, tentant de lui barrer le passage vers le sous-sol. « Vous n'irez nulle part, Nicole. La marque, le laboratoire, tout appartient à Jacqueline. » Dans un accès de fureur incontrôlée, Nicole a poussé Hans avec une violence inouïe. Déséquilibré, il a chuté lourdement dans l'escalier en marbre. Le bruit de la chute fut sec, terrible. En bas des marches, Hans gisait, immobile, inconscient. Une mare de sang commençait à se former autour de sa tête. Nicole, figée en haut de l'escalier, a brutalement réalisé l'horreur de son geste. Le choc la paralysait. Dans la villa luxueuse, seul le murmure de la ventilation du laboratoire de parfumerie rompait le silence, contrastant cruellement avec le drame qui venait de se jouer. Le partenaire, le mécène, de Jacqueline, était là, entre la vie et la mort. Mais ils n'étaient pas seuls. Un témoin inattendu avait assisté à une partie de la scène. Le jardinier en chef, qui travaillait dans le parc, a vu Nicole sortir de la villa en courant, complètement paniqué, l'air en état de choc. Intrigué par ce départ précipité et les bruits sourds qu'il avait entendus juste avant, il a décidé d'entrer dans la maison. Son intuition l'a guidé vers l'escalier du laboratoire, et c'est là qu'il a découvert l'impensable. Au bas des marches, le corps inerte de Hans, il fut le premier à trouver l'investisseur. Comprenant immédiatement la gravité de la situation, le jardinier, bien que sous le choc, a composé le numéro des secours. Voilà, c'est déjà fini. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'histoire.